Jeudi 19 décembre 2024, il est 7h et c'est un bonheur de démarrer cette journée en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à 5 sur 7 matin. On ouvre le bal par le bulletin d'information. Le premier format de l'actualité, une présentation de Alexandra Djotan. Bonjour Alexandra. Bonjour Jennifer Sachivi. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, super bien. Alors c'est parti pour le bulletin. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette première session d'information sur la télévision nationale. La diplomatie béninoise au service du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela fait déjà plus de 8 ans que plusieurs réformes gravitent autour de cet idéal dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. L'an 8 notamment est marqué par un bilan assez élogieux. Le ministre des Affaires étrangères l'a dressé dans une émission diffusée sur nos antennes. Jennifer Sachivi nous en propose un résumé. Le Bénin a été le premier pays, et aujourd'hui encore un des rares sur le continent africain, à dire que tous les Africains seraient exemptés de visa en venant au Bénin. C'est un message très fort. Faire de la diplomatie un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation de ressources au service du développement. C'est le cheval de bataille du chef de la diplomatie. Depuis 2016, le Bénin s'est inscrit dans cette vision. L'un de ses atouts reste son ouverture sur le monde et une vision panafricaniste ancrée sur une tradition d'unité dans la solidarité. Il est important de tirer les leçons des incompréhensions du passé pour bâtir l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, sur les instructions du président de la République, nous sommes en train, avec mes collègues au niveau du gouvernement, de travailler avec nos homologues du Nigeria pour mettre en place une zone de libre-échange entre le Bénin et le Nigeria. Avec nos voisins du Niger, notre pays frère du Niger, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de la normalisation. Les efforts qui ont été entrepris par le président de la République, l'entièreté du gouvernement, commencent à payer leurs fruits. Donc j'ai bon espoir que dans les semaines, maximum mois à venir, la frontière sera rouverte. Le Bénin étend également son hospitalité aux afrodescendants de par le monde. Ils ont, depuis le vote de la nouvelle loi, la possibilité d'obtenir la nationalité béninoise. Un soulagement pour tous ces afrodescendants qui ont longtemps caressé le rêve d'un retour aux sources. C'est une première, parce que c'est un vote qui a été fait à l'unanimité de la représentation nationale. Cela montre encore une fois de plus l'attachement du Bénin aux questions multilatérales et le fait que le Bénin est à l'avant-garde. Notre souhait, c'est que demain, d'autres pays africains puissent suivre également ce pas et qu'ensemble, nous puissions envoyer ce message fort vis-à-vis de notre diaspora et leur dire que l'Afrique reste leur terre. Autre point de réussite, les réformes concernant le Hajj au Bénin. Depuis 3 ans, les nouvelles conditions favorisent un pèlerinage sans incident. Nous avons fait des bons importants. Aujourd'hui, il n'y a quasiment, il n'y a plus de pèlerins qui se plaignent d'avoir payé, de ne pas se retrouver sur les vols ou de manquer le vol pour y aller. Il y a eu une amélioration notable qu'on a constatée au cours des 3 dernières années. Nous avons encore des pistes d'amélioration importantes, nous y travaillons, mais l'objectif c'est de pouvoir faire en sorte que ce moment important de la foi musulmane soit un moment qui se passe en toute sérénité, dans un confort acceptable. Les questions liées à la protection des biens et des personnes au sein de la diaspora ont aussi trouvé un écho favorable. Le registre des Béninois de l'étranger est une plateforme mise en place pour réguler les diverses interactions pour leur épanouissement. Nationalité béninoise aux afro-descendants, eh bien, un pas de plus vient d'être posé avec la mise en place d'une plateforme numérique afroorigine.bj pour effectuer votre demande de reconnaissance de nationalité. Un premier test a été effectué pour vérifier le fonctionnement parfait de cette adresse qui va ouvrir la voie à des milliers de demandes pour un retour aux origines. C'est sous le regard de Françoise Insou et Blaise Adanko. Elle peut avoir le sourire d'Am Soueli Kainero. Sa demande de reconnaissance de la nationalité béninoise a été validée au titre des afro-descendants. Je suis en train d'avoir le plaisir d'avoir la réponse à une demande, dans la demande de beaucoup de
beaucoup d'afro-descendants que le président lui-même, le président son excellence M. Patrice Talon a initié avec l'appui de tous les ministres ici pour que ceci soit une réalité aujourd'hui. Vous allez sur la plateforme, vous remplissez les informations qu'il faut, vous envoyez les documents nécessaires et vous soumettez votre demande. Votre demande sera étudiée en back-office. Nous avons des vérifications à faire. Une fois que ces vérifications sont effectuées, puis la plateforme, on peut valider votre demande et vous recevrez directement dans votre mail l'attestation provisoire de nationalité béninoise qui vous permettra de descendre au Bénin pour continuer les démarches nécessaires pour finaliser votre démarche. Comme Soueli Kainero, d'autres personnes peuvent faire de même. Le gouvernement du président Patrice Talon a déjà fixé les conditions avec la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la procédure de reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants. Ils doivent être, de par leur généalogie, ascendants d'un Africain, d'un afro-descendant déporté dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. La deuxième condition, c'est d'être issu d'un territoire de déportation dans le cas toujours du commerce triangulaire. La troisième condition, c'est d'avoir un lien de filiation avec les personnes afrodescendantes. Pas de tracas donc pour les candidats afrodescendants désireux de faire la demande de reconnaissance de la nationalité béninoise. Afro-origine.bj est le seul lien disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour effectuer sa demande. Et on parle à présent agriculture. La cité de Bonakone, cœur de la production agricole du Borgou, Sinondé est réputée pour sa production de l'or blanc, mais en plus du soja, de l'igname et du maïs, on pourrait allonger cette liste avec d'autres spéculations comme l'anacarde qui est promise à un bel avenir. La politique de subvention des plans lancés par le gouvernement produit ses effets. C'est le constat fait par une délégation de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin sur un site à Niaro. Sur ses pas, Renaud Akakpo et Wenceslas Awanimo. Située à environ 600 km de Cotonou, la commune de Sinandé s'illustre par sa production record de l'or blanc, de l'igname, du maïs ou encore du soja. La cité de Bonakona s'est lancée un nouveau défi avec la filière anacarde. Illustration avec ses plants greffés d'anacardiers qui s'étalent à perte de vue dans le parc à bois de Niaro. Le maître des lieux, Anon Sakatamu. Pépiniériste de formation, il cède ses plants aux producteurs qui vont ensuite les repiquer en plein champ. Ce sont des plants greffés d'anacardier que j'ai réalisés sur près de 2500 m² ici à Niaro. Je les vends aux producteurs à 500 francs l'unité. Le gouvernement a octroyé une subvention de 400 francs par plant, donc ça revient à 100 francs le plant pour le producteur. À Sinandé, ce site de production qui reçoit la visite de la délégation de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin se révèle comme l'un des maillons clés de cette filière. Installé en août 2023, voici ce qui devient une importante source d'approvisionnement de plants greffés grâce à l'appui de l'État. Je remercie vraiment le gouvernement par rapport à tous les appuis dont j'ai bénéficié. Un forage avec château qui me permet d'avoir de l'eau en permanence pour mes activités agricoles. J'ai également bénéficié d'une clôture grillagée comme vous pouvez le constater, ce qui me permet d'éviter les animaux qui étaient en divagation qui viennent brouter mes productions. Aujourd'hui, je suis fier de tous ces appuis. L'anacarde est le deuxième produit agricole d'exploitation du Bénin après le coton. Cette filière figure parmi les 5 prioritaires inscrites au programme d'action du gouvernement. Un reportage donc de Renaud Akakpo présenté par Marcel Arossi. La France renforce sa coopération avec le Bénin. Elle a mis à la disposition des forces armées béninoises un lot de matériel militaire afin de leur permettre de mieux intervenir sur le terrain. La cérémonie de remise officielle a eu lieu mardi 17 décembre à Cotonou en présence du ministre délégué chargé de la Défense nationale Mathieu Sokenou, Amandine Aniamboso.
15 véhicules de l'avant blindé, 10 conteneurs de matériel du génie et 2 bus. L'arsenal militaire du Bénin se renforce. Ces équipements sont le fruit de la coopération entre la France et le Bénin. Cette deuxième tranche de 15 VAB vient compléter les 15 premiers déjà cédés en l'année 2023. Elle s'ajoute également aux récentes cessions de nos partenaires européens, mais aussi américains, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous les connaissez bien, ces VAB. Nos deux armées les utilisent régulièrement. Au-delà de ces cessions, comme celle d'aujourd'hui, par ma présence à vos côtés, je souhaite vous assurer de notre soutien dans une approche partenariale et je peux vous assurer que nous sommes et resterons à l'écoute de vos besoins. Grâce à cet appui, les forces armées béninoises sont mieux équipées et préparées pour lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région et au Bénin. Les matériels de génie viennent à point nommé pour accroître la mobilité et instaurer la contre-mobilité et la protection de nos troupes engagées au front. Les 2 bus en cours de session aujourd'hui s'ajoutent aux 2 précédents pour définitivement autonomiser nos différentes prytanées militaires. La plus grosse attraction de cette cérémonie est la cession de 15 nouveaux véhicules de l'avant blindé. Les forces armées béninoises apprécient le coup de pouce opérationnel qu'elles reçoivent d'un partenaire de longue date. Soyez rassurés du bon usage de ces moyens sur le terrain en vue des grandes victoires sur l'ennemi terroriste. Les forces armées béninoises ont déjà bénéficié, en plus des innombrables détachements d'instructions opérationnelles, d'importants lots de matériel de la France. Madame, Monsieur, en prélude aux prochaines élections au Bénin, les efforts se multiplient dans tous les sens pour garantir des scrutins transparents et pacifiques. C'est dans cette dynamique que la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA, a rencontré mercredi, hier donc, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Objectif, poser les jalons d'une collaboration stratégique pour prévenir les tensions électorales et promouvoir un climat apaisé. Marcel Rossi et Bernol Djogbe nous en disent plus. Elle est empreinte de convivialité, mais se déroule dans un cadre formel. Rencontre CEDEAO-FOPA, Fondation écuménique pour la paix en Afrique. Les échanges tournent autour de l'impératif de prévenir les discours de haine, d'éduquer les citoyens sur leurs droits et devoirs électoraux et d'accompagner les institutions nationales dans l'organisation de scrutins crédibles et dans le calme. Nous sommes venus rencontrer le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, d'abord pour remercier les efforts de la CEDEAO et profiter de cette occasion pour échanger sur les élections générales de 2026 au Bénin. Nous souhaiterions, comme tous les Béninois, que ces élections soient des élections de fait. De mon point de vue, ce sont des organisations comme ça qu'il faut soutenir, qui nous donnent la possibilité, dans une certaine sérénité, et surtout, je pèse mes mots, dans la sérénité et la bonne foi, d'essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'on peut rencontrer. Ils sont capables de mobiliser donc, des populations à travers, bien sûr, les aspects liés à la tradition, à la religion. Et c'est cela aussi parce qu'il y a un travail d'éducation à faire. C'est l'occasion pour la FOPA de réaffirmer son engagement à accompagner le processus démocratique à travers des campagnes de sensibilisation, des formations pour les acteurs locaux et des actions concrètes de veille citoyenne. D'ici peu, la FOPA va entamer une tournée nationale de sensibilisation, de moralisation, de mobilisation, de rééducation pour que le vivre ensemble soit une réalité au pays. Nous devons préserver la paix au Bénin et comme ça, nous devons parcourir tous les arrondissements que nous comptons au Bénin pour que le petit Béninois puisse comprendre que nous devons nous unir, nous devons prôner la paix. Un rendez-vous pour la paix dans l'intérêt supérieur de la nation.
Nous parlons à présent de littérature. Lancement à Cotonou de l'ouvrage intitulé « Les enseignements agronomiques de Jésus, décryptage des paraboles à travers les évangiles ». Un livre atypique qui porte les marques d'un homme de science et d'un théologien. Quelles en sont les motivations et objectifs? Eh bien, on suit ce reportage pour mieux comprendre. 16 des 28 paraboles répertoriées à travers les évangiles, soit les 2/3, traitent des sujets liés à l'agronomie. C'est le principal constat à la base de cet ouvrage, Les enseignements agronomiques de Jésus, décryptage des paraboles à travers les évangiles. Le défi de ces deux auteurs, se placer sous un nouvel angle pour apprécier la vie et l'œuvre de Jésus afin de le rendre familier et accessible à toute la communauté. Le livre dont il est question ce jour a été suscité depuis une trentaine d'années. J'ai été initié à l'agriculture depuis l'âge de 7 ans par notre feu père, instituteur de carrière, mais fait amoureux de la terre. Des moments merveilleux, de rêve. Plus tard, quand j'ai été appelé au ministère de la prédication de l'Église protestante méthodiste du Bénin, certaines paraboles des évangiles me rappelaient fortement cet épisode de ma vie, renforcé par ma profession de vulgarisateur agricole. C'est de là qu'est venue l'idée d'approfondir les réflexions sur les paraboles de Jésus-Christ et surtout celles liées à l'agriculture. Dieu, après avoir créé le jardin d'Éden, il plaça Adam avec un ordre précis, le cultiver et l'entretenir. Cultiver, c'est travailler. Dans notre contexte, c'est travailler la terre. Professeur Alex Zoufon, directeur scientifique honoraire de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, a nourri l'idée de rédaction de ce livre. Il se fera associer par le révérend Pascal Hounou sur demande formulée au clergé de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nous pouvons exprimer notre fierté à ces co-auteurs et les féliciter parce qu'ils ont puisé dans le champ néo-testamentaire biblique. Dieu est tout simplement un agronome de premier plan, résume le livre qui se veut à la fois éducatif et spirituel. C'est sur cet élément, madame, monsieur, que prend fin ce bulletin d'information. Jennifer Sachivi, 5 sur 7 matin, se poursuit avec vous. Absolument, 5 sur 7 se poursuit. Merci déjà, Alexandra, pour la présentation. On se retrouve demain à la même heure. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu, bien évidemment. Et nous sommes jeudi, mesdames, messieurs. Et au menu ce jour, vous le savez, nous avons notre rubrique habituelle, l'heure du français. Jean Fondé est déjà dans ce studio. Il sera avec nous dans quelques instants. Et qui dit jeudi sur 5 sur 7 matin dit éducation éthique, bien entendu. Et nous avons une invitée assez spéciale ce matin, un visage assez connu de la télévision nationale et particulièrement connu pour sa passion pour le numérique, Rebecca Kenjan-Rondé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit à remporter le premier prix dans la catégorie leadership féminin des DSI Awards 2024, le trophée des décideurs des systèmes d'information. Ceci grâce à son émission Ultratech que vous connaissez certainement. On reviendra sur cette consécration dans quelques minutes, bien entendu. Et puis en décembre, tout semble aux couleurs des fêtes, mesdames, messieurs. Les écoles en particulier n'y vont pas de main morte. Vous le savez, la célébration varie d'un établissement à un autre, mais fait récurrent, la participation devient payante pour la plupart. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? S'agit-il d'une nécessité ou plutôt d'une contrainte? Et surtout, à quel moment la limite est-elle franchie? Restez avec nous pour le savoir et bien entendu, vous pouvez participer au débat en répondant à la question du jour qui est celle-ci. Que pensez-vous de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles? Je répète, que pensez-vous de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles? Laissez-nous vos différents avis sur nos canaux digitaux et nous nous ferons un plaisir de vous lire, de les relayer sur ce plateau. En attendant, on marque une courte pause et on installe notre premier plateau, l'heure du français. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons.
L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet PROCEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on ne cesse à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Ils sont habituellement au nombre de 2, mais aujourd'hui, nous avons, il me dira si c'est juste, un seul larron qui est valable pour tous les deux. Mon professeur de français préféré, Jean Fandé, bonjour. Je te souhaite le bonjour, Jennifer. Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je t'assure que c'est un plaisir partagé. Alors, vous êtes un larron pour 2, ça peut aller? Non, oui, ça peut aller. Alors, je saisis l'opportunité pour souhaiter le bonjour à Patrick et à... Nous lui faisons un coucou. Oui, bien ensemble, et puis à Biomaman. Bien sûr, oui. Qui n'est pas également là aujourd'hui, mais que les téléspectateurs et vous-même allez retrouver certainement la semaine prochaine. Alors, on a quoi au menu aujourd'hui? Les mots du jour, de quoi s'agit-il? Oui, ce matin, je suis tombé sur une information selon laquelle le ministère en charge des Finances estime qu'il est désormais plus responsable de passer de la notion de jour ouvrable à la notion de jour ouvré. Ah, d'accord. Oui. Désormais, c'est jour ouvré et pas jour ouvrable. Et l'information dit avec l'amendement le 5 décembre 2024 de l'article 514, paragraphe 3 de la notion de jour ouvré remplace désormais celle de jour ouvrable. D'accord. Les jours ouvrés sont définis comme ceux où les services publics sont ouverts et fonctionnels, soit du lundi au vendredi. Cette nouvelle approche exclut le samedi, un jour où les services fiscaux ne sont généralement pas accessibles. Alors, puisqu'il faut vibrer au diapason de l'actualité, nous avons donc essayé de satisfaire un peu nos amis téléspectateurs qui aiment bien Est-ce que c'était une erreur de dire jour ouvrable? Oui, c'était une erreur. C'était une erreur et le ministère en charge des Finances et ses responsables ont bien fait de corriger cette erreur-là. Parce que malheureusement, on l'a fait pendant des années, on le dit tout le temps. Oui, oui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, lorsqu'on parle de jour ouvrable, d'abord, il faut commencer par le petit élément ouvre, c'est-à-dire O-U-V-R, qui, dans la composition de mots, renvoie à la notion de œuvre ou de travail. Alors, lorsqu'on dit donc jour ouvrable, ça se dit des jours de la semaine qui ne sont pas des jours fériés, qui ne sont pas des jours de cessation de travail. C'est-à-dire que les jours ouvrables incluaient le samedi. Ah, d'accord. Incluaient le samedi et en dehors du samedi, donc le dimanche, donc on excluait seulement le dimanche et quelques jours fériés. Okay. Et les jours fériés, puisqu'il y en a de conventionnels, il y en a qui surgissent comme ça, surtout chez nos amis musulmans. Donc,
Or, les services publics, les services fiscaux ne sont pas ouverts les samedis. Et quand on dit par exemple que vous avez un délai de 3 jours ouvrables pour déposer votre dossier, les gens dans leur subconscient incluent le samedi et sont surpris de constater que le délai est passé alors qu'ils n'ont pas encore satisfait à leurs obligations, malheureusement. Donc, c'est mieux de corriger cet article 614 qui nous renvoie désormais à comprendre que lorsqu'on dit jour ouvrable, c'est une erreur et donc il vaut mieux dire jour ouvré qui court du lundi au vendredi. Et c'est ce qui est en fait la norme, la réalité. Donc c'est le jour ouvré, c'est le jour où l'on travaille, où l'on peut travailler du lundi au vendredi. Et il faut nécessairement garder cela. Il faut aussi rappeler que lorsqu'on dit, par exemple, jour ouvré, ouvrer, ça veut dire travailler. Ouvrer, le verbe ouvrer existe. Qui veut dire œuvrer aussi, qui veut dire travailler. Alors, œuvrer et ouvrer se rejoignent. Se rejoignent, non, c'est des synonymes. Œuvrer, ouvrer, travailler, c'est la même chose. Donc, que cela ne paraisse pas choquant. Et c'est d'ailleurs ça qui a donné même la notion de ouvrage, qui renvoie même sur le plan littéraire à la notion de ce qui est travaillé, raffiné, et donc un produit exportable et que dirais-je, bon, pour contribuer à la notion de l'élévation de l'humanité. En tout cas, un mot de plus pour enrichir mon vocabulaire. Bon, voilà. Et il faut saisir l'opportunité pour rappeler que à ceux qui composent en situation, enfin, pendant les examens ou les concours de culture générale ou en français en général, que lorsqu'on veut citer un ouvrage au programme, voilà, j'ai dit ouvrage, pour éviter les confusions entre genres, c'est-à-dire appeler une pièce théâtrale roman, recueil de poèmes, il faut dire dans son ouvrage intitulé. En disant ouvrage, vous échappez à cette erreur que les professeurs de français ne supportent pas, d'appeler par exemple, comment dirait la secrétaire particulière roman, et d'appeler par exemple la fétiche pour dire que la fétiche c'est un roman alors que c'est un recueil de nouvelles. Donc il faut dire simplement dans son ouvrage. Et donc ça, la notion de ouvrer et ouvrable me renvoie à rappeler cela à nos amis. Donc pour récapituler, jour ouvrable c'est tout jour de la semaine excepté dimanche et jour férié. Ou alors chômé. Tout à fait. Alors, jour ouvré, c'est tout jour de la semaine, excepté samedi, dimanche et éventuellement les jours fériés. Donc, jour ouvré, ça va de lundi au vendredi. Jour ouvrable, ça va du lundi au samedi. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'espère que les téléspectateurs ont aimé comme moi. Désormais, on va arrêter de faire cette erreur. Oui, voilà. Parce que, c'est jour ouvré plutôt. Jour ouvré, oui. Alors, mécanique de langage avec vous, on parle de quoi? Oui, la mécanique du langage ce matin, nous allons évoquer de façon inhabituelle et bien entendu en restant accroché à la situation actuelle, à l'événement. Nous allons parler de quelques formules de souhait de bonnes fêtes de fin d'année ou bien de début d'année. Et donc, c'est l'occasion de le dire. Il faut rappeler pour l'occasion que le souhait doit tenir compte non seulement de la circonstance, mais surtout de la personne et de ses désirs. De ses désirs. Parce que si je me mettais à souhaiter à Jennifer beaucoup d'enfants... Sans savoir s'il y en a assez ou qu'elle n'en veut plus ou que elle a déjà pris une pause pour 3 ans. Pourquoi pas. Et donc, il faut tenir compte de la personne. Ensuite, tenir compte de vos rapports, je vais dire du registre, parce que c'est en tenant compte de l'autre que vous allez savoir dans quel registre il faut s'exprimer. Il y a des gens à qui on ne doit pas parler en registre familier, en registre courant. Il faut le registre soutenu et vice-versa. Donc, il faut savoir ce qu'il faut dire. Et lorsque la personne, par exemple, est plus accrochée à nos langues qu'à la langue française ou à la langue anglaise, il vaut mieux lui formuler son vœu dans la langue qui lui plaît. Comme ça, la personne va mieux comprendre. Donc, intégrer aussi, parce que quand on dit meilleur vœu à quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Oui, qui ne sait vraiment pas ce que ça veut dire. Ensuite, le fait de dire meilleur vœu, parfois, on a l'impression que c'est trop formalité et puis c'est balancé comme ça. Et
C'est encore plus accepté, plus acceptable lorsque c'est bien formulé. D'accord. Oui, c'est plus séduisant. Et on a l'impression même que, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu aime quand on s'exprime bien. Ah oui, parce que comme on a l'habitude de le dire sur ce plateau, celui qui sait parler n'est jamais pauvre. Ça, c'est clair. mais comment on formule bien? On a tellement l'habitude de dire meilleurs vœux, bonne année, bonne et heureuse année. Comment on formule bien? Je vous souhaite beaucoup d'argent, de santé. Enfin, comment on formule? Oui, il y a quelques exemples ici que je vais livrer. On peut par exemple dire à vous ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont chers, je souhaite une bonne et heureuse nouvelle année. Très bien. Et on peut ajouter l'année 2025. D'accord. Oui. Là, ce sera par message ou parce que, comme vous le dites... Voilà, par message et par oralité. Lorsque vous savez que vous n'avez pas la fluidité de le dire, oui, il faut simplifier. On peut simplifier et dire simplement, par exemple, que la nouvelle année t'apporte bonheur et réussite. On peut aussi dire, en cette période de festivité, recevez mes meilleurs vœux de bonheur. Tout à fait. On peut aussi dire, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une heureuse année 2025. On peut aussi dire que la nouvelle année t'apporte tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Bien sûr. On peut aussi dire bonne année 2025 à toi et autour de toi, simplement. On peut aussi dire que les 12 mois à venir soient synonymes de joie, de rire, de bonne santé et de prospérité pour toi. Bien sûr. Et on peut aussi dire, au seuil de cette nouvelle année, que ta vie soit rythmée et rimée par la santé, la sécurité, la prospérité, la longévité. Vous voyez, quand on dit rythmé et rimé, ça veut dire... C'est tellement beau, Oui, rythmé, rimé par la santé, la sécurité, la prospérité, la longévité. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ça a l'air plus personnel. On a l'impression que la personne s'intéresse vraiment à nous et nous souhaite à nous personnellement. Donc, ça a un petit plus. Je pense que je vais l'adopter un peu cette année. Je vais arrêter mes meilleurs vœux, bonne et heureuse année. Et il faut éviter donc les attachés, renvoyer, coller des réseaux sociaux. Les messages groupés. Oui, il vaut mieux, quand c'est personnalisé, on tient plus compte de... Oui, ça fait plus d'effet. Donc, voilà ce qu'il convient de dire par rapport aux vœux. Il faut savoir aussi les formuler sans laisser les fautes s'y introduire. On peut faire lire par quelqu'un à côté. Il faut vraiment personnaliser. On a perdu l'habitude des cartes, l'habitude des lettres, mais quand même, si on doit l'envoyer par SMS ou bien sur une petite carte, et c'est l'occasion de commander aussi de petites cartes pour écrire un très beau message derrière et on envoie à la famille. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est toujours... Merci beaucoup, Jean Fondé. On passe à l'expression du jour, c'est ça? Oui, l'expression du jour, aujourd'hui, nous avons parlé on a dit, ça doit être sur le conducteur. Bien entendu, quand l'autorité est absente, les délinquants en profitent. Oui. Non, on dit, l'expression, ça c'est l'explication, l'expression même c'est où manque la police, abonde la malice. Absolument. Oui, où manque la police, donc, et c'est rimé, où manque la police, abonde la malice. Et donc l'explication, c'est ça que vous avez là. Quand l'autorité est absente, les délinquants en profitent. Donc, où manque la police, abonde la malice. La malice, ça veut dire lorsque l'autorité est absente, les délinquants en profitent. En profitent. C'est pour dire que quand celui qui doit faire preuve d'autorité n'est pas là. Vous voyez, en situation de classe, dès que le professeur s'absente sans prendre de précautions, eh bien, c'est la bouillabaisse, comme on le dit. Oui, et comme on le dit souvent, quand le chat n'est pas là... Les souris dansent, bien évidemment. Voilà. Et il y a même une version, je dirais, portugaise ou espagnole qui dit « Patron sorti, jour de fête dans le magasin ». Patron sorti, jour de fête dans le magasin. Oui, donc partout où l'autorité manque, on a l'impression que le monde se récrée pour vous et on peut même se référer à Jean Giraudoux qui dit qu'un seul être vous manque et tout est repeuplé. Tout est repeuplé. Repeuplé. Celui qui a dit dépeuplé, là, c'est Lamartine. C'est Lamartine qui a dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et Jean Giraudoux reprend la même phrase pour dire un seul être vous manque et tout est
repeuplé. On va revenir sur cette expression. Oui, on va revenir sur ça. Est-ce qu'un être vous manque et tout est repeuplé? Repeuplé. Vous allez m'expliquer un peu. Non, c'est pour dire simplement qu'il y a des relations toxiques. Ah oui, et quand l'autre vient à s'absenter, à lâcher prise, eh bien, on a l'impression que le monde se récrée pour vous. Vous êtes plus épanoui. On est plus épanoui, plus libre. On peut s'arrêter, humer les fleurs, regarder les champs et puis faire tout ce qu'on veut. Alors, quand la police... où manque la police, abonde la malice. Est-ce que c'est une nouvelle expression? Est-ce que ça existait déjà? Non, ça existait depuis le XVIIe siècle. Oui, c'est pour dire que, vous voyez, nos citoyens, quand la police, c'est vrai, on en a parlé ces derniers temps, quand les policiers sont absents des intersections de la ville pendant une journée, vous voyez ce qui se passe. Une semaine, si on ne parle plus de casque, on ne parle plus de rien, vous allez voir beaucoup de têtes nues. Évidemment. Donc, oui, il faut adopter les choses comme faisant partie intégrante de notre société. Parce que, quoi qu'on dise, ça fait quand même une certaine beauté, l'image d'une discipline vraiment consensuelle. Je suis absolument d'accord. Quand les étrangers viennent et constatent que tout le monde a son casque et puis roule dans les couloirs indiqués, eh bien, ça fait toujours plaisir. On espère en arriver là, ne pas se protéger par crainte de la police, parce que quelque part, on le fait tous. Hein. Oui. Alors, on finit avec la pensée du jour, n'est-ce pas? Oui, la pensée du jour, c'est une réflexion de Louis-Ferdinand de Céline. Louis-Ferdinand de Céline qui dit dans son ouvrage publié le 15 octobre 1932, donc le titre de l'ouvrage c'est « Voyage au bout de la nuit ». Donc Louis-Ferdinand de Céline, dans cet ouvrage qui a reçu le prix Renaudot, il était à 2 voix d'obtenir le prix Goncourt. Et donc dans cet ouvrage, il a dit ceci: « L'intérieur de la chambre des pauvres est toujours sombre ». Je reprends, je cite: « L'intérieur de la chambre des pauvres est toujours sombre ». Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'électricité? On était en 1932 encore, donc il n'y avait pas suffisamment d'électricité, mais il y a quand même le jour ambiant. Et les pauvres, du point de vue, s'il faut aller au premier sens, ne se disent pas ce qu'on dit, ceux dont on dit qu'ils sont pauvres d'abord au premier sens, c'est ceux qui manquent de l'essentiel pour vivre de façon digne, décente. Alors, on a même peur d'ouvrir des fenêtres assez larges, assez grandes, pour recevoir assez de luminosité, assez de clarté. Dans notre contexte ici, par exemple, il y a certains qui ont l'habitude de dire que c'est au moment où l'on construit qu'il faut faire l'économie d'électricité. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez large les fenêtres, vous n'aurez pas besoin de brasseurs, vous n'aurez pas besoin de climatisation, et donc vous pouvez vivre plus agréablement. Or, par mesure d'économie, on ouvre de toutes petites fenêtres, et même il y a certaines localités où, en plein soleil, on est obligé de prendre encore le lampignon, la lanterne, une lampe torche avant d'aller dans la chambre à coucher alors qu'on est en pleine journée. Ça, c'est le premier sens. Le sens un peu plus approfondi, c'est que quand on dit un pauvre, c'est celui qui manque de quelque chose, d'une qualité, d'une vertu. Celui qui est, par exemple, hypocrite, qui est, je dirais, sévère, méchant, et qui est désagréable, eh bien, il a une psychologie qui n'est pas accessible. Donc, on a l'impression qu'il y a de l'obscurité en cette personne-là. Donc, quand on dit que l'intérieur de la chambre des pauvres est toujours sombre, la chambre ici, c'est la psychologie, c'est l'intérieur de la personne. Bravo, qui a pensé à cette expression? Elle est belle, oui, elle est belle. Ceux qui n'ont pas l'essentiel des comportements pour être bien acceptés dans la société, qui sont des personnes vraiment, je ne vais pas dire détestables, mais qui se font détester malgré tous les efforts qui se font autour d'elles pour les accepter, eh bien, on a l'impression que l'intérieur, et même dans notre tradition, on dit ça veut dire il est lourd à l'intérieur, il est sombre à l'intérieur. Or, cette personne peut être une personne nantie matériellement, mais au fond d'elle, il y a quelque chose qui lui manque et donc qui en fait un pauvre moral. Tout à fait. Il est pauvre sur le plan de la vertu. Tout à fait. Et donc, s'il est pauvre sur le plan de la vertu, ça veut dire qu'il a un intérieur sombre qui a besoin d'électricité sans délestage. Waouh, très belle expression. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, l'intérieur de la chambre des pauvres est toujours sombre. Il faut prendre ça d'abord au premier degré.
Et ensuite, au sens plus large. Au sens plus large. Donc, ce sont des personnes qui font preuve d'espièglerie, d'hypocrisie, de sournoiserie. Eh bien, donc, quand on voit, on devait scanner l'intérieur, la psychologie de ces personnes, c'est quelque chose c'est comme si on se retrouvait en plein milieu de la forêt amazonienne où je ne suis pas encore parti. Donc, c'est ça. L'intérieur de la chambre des pauvres est toujours sombre. C'est depuis la deuxième année d'université que j'ai lu cet ouvrage. C'est une expression qui me marque aussi, parce que c'est très bien décrit, c'est très bien pensé. Autrement dit, l'intérieur qui reflète quelqu'un qui manque d'un bon sens, quelque part, on va dire, est obscur. Oui, l'intérieur obscur. Et cette pauvreté peut être sur un plan ou sur un autre. Par exemple, celui qui est pauvre du point de vue spirituel, son intérieur ne peut pas être aussi clairvoyant, éclatant que celui qui a la foi, qui sait respecter la personne humaine, la dignité humaine. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a quelque chose qui ne permet pas l'accès facile. Oui. Wow. Très profond, Merci. Très profond. On finit donc sur, je dirais, une pensée. Moi, j'aime bien, je les appelle les pensées philosophiques. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean Fondé. J'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine, mais vous retrouvez Rachidat la semaine prochaine. Je vous raccompagne avec cette petite pause et ensuite, je reçois une invitée que vous connaissez certainement, Rebecca Kenjon-Ondé. Ah oui, bien sûr que voilà. oui. Donc, en tant que sa collègue, elle nous a honoré. Elle a honoré la rédaction. Certainement qu'elle vient avec un lot de cadeaux pour les téléspectateurs et Félicitations à elle. On marque cette courte pause et on retrouve Rebecca. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Plaisir et une fierté pour moi de recevoir ma collègue désormais lauréate, je précise, du catégorie leadership féminin des DSI Awards. Bonjour Rebecca. Jennifer Sachivi, c'est un plaisir de vous retrouver par ici sur l'émission 5-6-7 matin. Alors, je peux avoir mon prix parce que c'est votre prix. Bien sûr, et le prix de toute la rédaction. Donc, mesdames, messieurs, voici notre prix qui a été mérité, amplement mérité. Voilà, on va mieux découvrir tout à l'heure. Alors, Rebecca, je crois que ce n'est pas votre premier prix. Je sais que vous avez eu le prix Indépendance médiatique. Oui. Il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans. C'était en 2021. Prix Indépendance médiatique, toujours dans la catégorie numérique, parce que j'avais réalisé un reportage sur la protection des données à caractère personnel, ce qui m'avait valu évidemment le premier prix dans la catégorie télévision. Merci beaucoup. Bon, je vous appelle Miss Numérique, ça ce n'est pas un secret pour nous. Et vous êtes passionnée, mais déjà, ça fait combien de prix à votre actif? Alors, il faut dire, en termes de trophées, là, ça fait 2. En termes de trophées, en termes de certificats et de participation à des formations, il y en a plusieurs. Par exemple, la formation la plus récente, c'est lorsque j'ai été sélectionnée comme boursière pour les infrastructures et les infrastructures numériques publiques par Media Foundation, une organisation internationale basée à Accra, au Ghana.
qui m'a valu 1 mois de formation dans le domaine du numérique, qui a été sanctionné à la fin par un certificat et d'autres formations bien d'autres formations que j'ai suivies en ligne, toujours dans le domaine du numérique. Mais déjà, d'où est partie cette passion? Parce que je sais que depuis que je vous ai connu, ça a toujours été les reportages sur le numérique, les sujets initiés sur le numérique. À quel moment vous prenez conscience de ce que vous avez une affinité pour ce domaine-là? Alors, Jennifer Sativi, pour la petite histoire, moi je suis entrée dans cette maison, on va dire l'OETB qui est aujourd'hui la SRTB, en 2017, et ma passion pour le numérique a réellement débuté à partir de 2018. Je me souviens, au début, je travaillais sur tous les reportages, comme tout journaliste de la rédaction, et puis j'étais allée sur un reportage un jour qui parlait du numérique et des filières dans le domaine du numérique. Et puis je me suis dit tiens, c'est un domaine assez passionnant parce que cela regorge d'opportunités pour la jeunesse. De nouveaux métiers. Voilà, de nouveaux métiers. Pour moi, c'était nouveau parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de cela quelques années en arrière, quand on parle du numérique, mais on ne parle pas du numérique, on parlait de l'informatique, l'éthique. Et quand on en parle tout de suite, les parents sont réticents. Non, c'est pour devenir bandit, c'est pour devenir gaiman. On ne maîtrisait pas réellement tout ce qu'il y a autour des filières du numérique. Il y a beaucoup d'opportunités. Et énormément d'opportunités. Donc, au cours de ce reportage-là, j'avais compris que véritablement, il y a beaucoup d'opportunités. Je me suis dit, pourquoi ne pas orienter désormais mes reportages, mes sujets vers le domaine du numérique pour informer, puisque moi-même j'ai été informée de ces opportunités et c'est depuis 2018 que cette passion est née. D'accord. Alors vous faisiez les reportages, maintenant on a fait un reportage sur vous récemment justement à l'occasion des DSC Awards. On va suivre avec la complicité de la réalisation cet élément qui a été réalisé par Blaise Adanko. C'est une récompense en signe de reconnaissance pour la télévision nationale du Bénin. Je dédie ce prix-là à ma rédaction, la rédaction du journal télévisé de la télévision nationale. Rebecca Kenyaoundé est lauréate des DSC Awards catégorie leadership féminin 2024. L'émission Ultratech de la jeune femme journaliste en direct sur la télévision nationale chaque mercredi à partir de 21h depuis 2021 a été le choix du jury pour l'édition de cette année. Une décision qui a de quoi réjouir la gagnante dont le projet s'est distingué. Pour moi, c'est juste une récompense pour me dire, continue, pas bosser encore davantage, pas faire davantage d'efforts. Et je promets de ne pas décevoir toutes ces personnes-là qui croient en moi, toutes ces personnes d'ailleurs qui ont voté pour moi lors de ces DSC Awards, toutes ces personnes qui, au quotidien, à chaque fois qu'on les contacte pour nous parler de leur start-up, acceptent de nous accorder leur interview. Les DSC Awards mettent en lumière les meilleurs directeurs du système d'information, les acteurs de l'écosystème numérique et les entreprises qui ont marqué de leur empreinte la transformation digitale au Bénin. Ils sont une occasion unique de célébrer les réussites, de découvrir les dernières tendances et de réseauter avec les acteurs clés du secteur numérique. Je voudrais vous dire, chers candidats, chers lauréats, vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez tant débattu pour présenter et défendre vos projets devant ce jury composé d'éminentes personnalités et sachants du numérique. On a sorti du lot 16 des candidats qui restaient et nous avons également noté enfin le pitch. Outre Rebecca Kenyaoundé dans la catégorie leadership féminin, plusieurs autres acteurs ont été lauréats au cours de cette soirée de récompense des DSC Awards 2024.
Bravo, hein, félicitations. Merci beaucoup, À présent, on va Jennifer. parler des DSI Awards, justement. Dites-nous de quoi cela retourne, qu'est-ce que c'est? Alors, Jennifer Sativi, les DSI Awards, il faut dire que moi, j'en ai entendu parler l'année passée parce que, comme je le disais à l'entame de cet entretien, je travaille avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème du numérique. Et puis, un jour, le président du club DSI m'avait contacté justement pour la couverture médiatique de la 3e édition des DSI Awards. Et c'est là, il me disait, est-ce que Rebecca, vous connaissez les DSI Awards? J'ai dit, non, jamais, j'en ai pas entendu parler. Mais il faut dire qu'entre-temps, j'avais été déjà approchée par un DSI. Il faut dire qu'un DSI, c'est décideur des systèmes d'information. Ce sont ceux-là, généralement, qui s'occupent on va dire, de la base même du système d'information de chaque ministère ou de chaque entreprise, de chaque structure. Donc, pour la 4e édition, donc cette année, plusieurs personnes m'ont envoyé, dès qu'ils ont lancé l'initiative, plusieurs personnes m'ont envoyé le lien pour me dire, Rebecca, tu devrais normalement participer au DSI Awards parce que avec tout ce que tu fais dans le domaine du numérique, il est temps que on puisse reconnaître tout cela. Et c'est à partir de cet instant que je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup lambiné. Ils ont insisté. Je ne vais pas appeler le nom de ces personnes par ici. Ils ont insisté. Et puis, à 2 jours de la clôture, je crois, j'ai déposé ma candidature. J'ai pu postuler en ligne. Alors, je retiens. On vous informe à partir de la 3e édition. Vous n'étiez pas préparé, vous ne connaissiez pas. Pas du tout. 4e édition, pas vraiment intéressé. Non. On vous force la main, vous déposez 2 jours avant la clôture. Exactement. Et vous raflez tout. Raflez tout. En tout cas, dans la catégorie leadership féminin. Dans la catégorie leadership, il faut le dire, c'est une performance remarquable. Je parle de l'écart des votes, justement, pour ceux qui ont suivi un peu. Et c'est grâce à votre émission Ultratech, c'est cette émission qui vous a valu cette discussion. Et on rappelle, je tiens à préciser que vos concurrentes n'étaient pas des moindres. Non, pas du tout. Il y a un nom que je connais, à qui je vais faire un coucou, Élodie Akoto-Sodé, qui est quand même une doyenne, je vais dire. Elle est dans ce milieu il y a très longtemps et avec elle. Mais il faut dire que Elodie a compétit dans 2 catégories. Dans la catégorie leadership féminin avec moi, toute modestie, dans la catégorie leadership féminin, c'est vrai que j'ai remporté le premier prix. Elle est revenue 2e, mais elle n'a pas démérité pour autant parce que Elodie fait énormément dans le domaine du numérique, surtout dans l'apport des jeunes dans la filière, dans les différentes filières du numérique. D'accord. Et en ce qui concerne votre catégorie, quel a été votre atout, votre plus, justement pour pouvoir, je dirais, dépasser tout ce beau monde-là? Alors, Jennifer Sativi, dès qu'on a déposé nos candidatures, on a postulé en ligne, après il y a eu les présélections. Et après les présélections, il y a eu maintenant un moment d'entretien, donc des pitchs. Et pour les pitchs, c'était en ligne face aux membres du jury et il fallait défendre son projet. Moi, j'ai postulé avec Ultratech. Ultratech parce que Ultratech, c'est une émission qui est née en 2021 et pour la petite histoire, ce serait une parenthèse, c'est né de la volonté de l'ex-directeur général de l'OETB, Jean-Philippe Eric Abraham, qui, je m'en souviens, un jour m'avait appelé et me demandait de l'aider à avoir beaucoup plus de contenu en termes de programmes. Est-ce que j'ai pas des idées, par exemple, et qu'il sait que dans le domaine du numérique, je me défends pas mal. Et je lui ai dit d'accord, donc je vais proposer une émission dans le domaine du numérique et c'est là qu'est né Ultratech. Donc, lors des pitchs, j'ai défendu Ultratech, mais j'ai d'abord réalisé un mini, on va dire une petite vidéo de 3 minutes 26 secondes pour essayer en quelques minutes de convaincre d'abord le jury de ce que j'avance avant d'apporter les arguments nécessaires. Et la question que, après avoir suivi la vidéo et m'avoir écouté, la question que les membres de jury m'ont posée, mais c'est pourquoi la catégorie leadership féminin? Et j'ai répondu ceci, Jennifer Sativi.
Vous savez, depuis que j'ai commencé par travailler, on va dire, dans le domaine du numérique, beaucoup de jeunes femmes ont boosté leur carrière. Il y a une rubrique qui passait sur 5 sur 7 matin qui était dénommée Fémina. Et dans Fémina, on allait à la rencontre de ces femmes-là qui émergent dans le domaine du numérique, des domaines de la technologie qui, entre-temps, en tout cas pendant longtemps, sont restés l'apanage du genre masculin, on va dire. Et ces femmes, le fait de les mettre en lumière, de mettre en lumière leur réalisation a réellement boosté leur capacité à vouloir continuer sur cette lancée. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, comme quoi c'est grâce à vous, Madame Rebecca Kendiaoundé, qu'aujourd'hui, après notre baccalauréat, on a pu s'orienter vers les filières du numérique. Donc pour moi, c'est déjà un grand pas dans le leadership féminin, parce que quand on parle de leadership, déjà, c'est le fait, je ne vous apprends rien, je n'apprends rien aux téléspectateurs, de booster quand même les autres, d'être devant, mais d'amener les autres également à vous suivre, à vous emboîter le pas. Et c'est ce qui a été fait. Donc je leur ai dit que Ultratech a permis à beaucoup d'entreprises de se faire connaître. Ultratech a permis à beaucoup de jeunes filles de se décider à aller vers les métiers du numérique. Bravo. Je pense que c'est vraiment à encourager. C'est vrai que vous avez défendu de long en large pendant quelques minutes, mais on va vous soumettre un petit exercice. Les téléspectateurs sont le jury. Alors, vous avez 45 secondes, 45 secondes pour nous dire en quoi Ultratech est un plus dans l'écosystème du numérique. Alors, et nous vous offrons un prix, un bonbon. Donc, on y va. Merci beaucoup. Alors, je dirais que Ultratech est une émission qui explore les dernières tendances technologiques, aussi bien au plan national qu'international. Alors, Ultratech, c'est cette émission-là qui vous amène au cœur du numérique sans pour autant vous compliquer la tâche. C'est comme on le dit, ce n'est pas sorcier. Voilà. On voit des gens, on voit de la robotique, on entend parler, on suit sur les autres chaînes, on se demande comment ils font pour créer ces robots, comment on sait que grâce à la technologie, de toutes les manières, nos places aussi sont bien discutées parce que l'intelligence artificielle est là. Ultratech est là justement pour montrer à chaque Béninois que ce n'est pas sorcier. Ce qui se fait ailleurs se fait également dans notre pays, et par des jeunes très dynamiques et très talentueux. Et c'est pour cela que justement, j'en profite pour dire que Ultratech, pour la saison qui va démarrer par la grâce de Dieu en janvier 2025, apporte beaucoup, beaucoup de nouveautés. Les téléspectateurs ne sont pas prêts. Je sais que beaucoup de téléspectateurs se demandent, on ne voit plus Rebecca Kendiaoundé dans Ultratech qui n'est plus diffusée ces temps-ci, mais surtout sur l'émission Le Rendez-vous de midi. Et ce serait une petite parenthèse pour leur dire que justement, c'est parce que j'ai décidé de me consacrer entièrement au numérique et donc à Ultratech. Et pour le compte de cette nouvelle saison, on aura par exemple des rubriques comme Hack ma vie. Hack ma vie, qui est une rubrique qui va dans le quotidien, qui s'intéresse au quotidien des citoyens. On aura Tech et Société, où on donne la parole à chaque citoyen béninois. Quand on vous pose la question, par exemple, Jennifer, c'est quoi, on va dire quoi, le DSI? C'est quoi Je viens de comprendre que ce sont les décideurs du système d'information. Ce seraient des questions comme ça où chaque citoyen serait appelé à répondre de lui-même, à donner sa propre définition de la chose technologique. On aura le défi tech, on aura la chronique du geek, on aura le labo des possibles où on va montrer les dernières tendances en matière de technologie. On aura également le baromètre de l'innovation, cette rubrique-là qui va permettre aux entreprises, aux structures qui ont déjà fait des cas d'études dans le domaine du numérique, de nous présenter ces cas d'études, et on va permettre aux téléspectateurs de beaucoup participer. Et c'est pour cela qu'avant de conclure mes propos, je ne sais pas si vous avez encore une autre question. Non, juste est-ce que vous avez des appréhensions, et puis après on va conclure. D'accord. Alors, juste pour notifier aux téléspectateurs que
toute personne peut participer aux rubriques de Ultratech. Évidemment, il suffit juste de m'écrire sur ma page Finafa Rebecca Kenjamunde officielle, parce qu'il y a plusieurs pages. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de hackers. Donc, Finafa Rebecca Kenjamunde officielle, et me laisser juste un message par rapport à leurs innovations, à leurs solutions innovantes, et on se fera un plaisir de les accompagner grâce à la visibilité de notre équipe. Il faudrait que je rajoute, Jennifer Sativi, que ce trophée, c'est vrai, c'est Rebecca Kenjamunde qui l'a reçu, mais derrière, c'est toute une équipe. Je pense à Notogbenon qui est le réalo de la prochaine saison de Ultratech. Je pense à Patrick Guénou qui a toujours été à nos côtés pour Ultratech. Je pense à plusieurs personnes du côté infographie, du côté de la réalisation, du côté des cadreurs également. Donc c'est toute une équipe, et on fait un gros travail derrière. Voilà, c'est un gros travail. Et en tout cas, les téléspectateurs auront l'opportunité, avec la saison qui va démarrer en janvier par la grâce de Dieu, de voir tout ce qu'il y a comme nouveauté et tout ce qu'il y a comme on va dire quoi, esthétique que nous apportons à Ultratech. Bravo, nous avons hâte. Alors, vous avez eu des appréhensions? Vous étiez très sûr de vous, je vous connais sûr, mais est-ce que quelque part vous n'avez pas dit, mais 2 jours avant, est-ce que... Pas 2 jours avant, j'étais même très sereine. Mais le jour J, Jennifer, alors que ils ont annoncé. Les tendances étaient là. Ils ont annoncé. Les tendances étaient là, mais il y avait la note du jury. D'accord. Donc, étant donné que je ne maîtrise rien du côté des jurys, je n'avais aucune garantie. Mais par rapport au vote, je savais que j'étais largement en tête. Mais je vais vous raconter, Jennifer, le jour de la soirée du gala, ils ont annoncé quelques prix, et après ils disent on lance le dîner. J'ai dit où est mon prix? Mais attendez, j'aurais préféré qu'on termine avec les prix, sinon je ne peux pas manger. Évidemment. Et si ma collègue Christelle Tongodo était à côté, elle vous dirait la même chose. J'ai pas mangé, j'ai pas du tout mangé. J'étais fâchée, je disais non, mais j'attends mon prix. Et quand ils sont arrivés dans la catégorie leadership féminin, j'avais le stress, parce que pour moi, il n'était pas question d'avoir le second prix. N'est-ce pas? Parce que le second prix n'est pas méritant, mais pour moi, je compétis toujours, l'objectif pour avoir le premier prix. Et quand on a appelé mon nom, évidemment. Bravo. Je me suis levée avec, vous voyez. Évidemment, tout ce qu'on connaît de vous. Merci beaucoup, Rebecca, mais je ne vais pas vous laisser sans vous dire quelles seront les prochaines étapes pour vous. Évidemment, vous avez parlé de l'émission Ultratech qui est imminente. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Il y a plusieurs projets en vue. Il y a d'abord plusieurs formations que je suis actuellement. Au moment opportun, on va les aborder. On va les aborder par ici. Mais je fais toujours de mon mieux pour toujours mieux informer la population béninoise et au-delà, tout l'écosystème du numérique, pour avoir beaucoup plus de bagages, on va dire, dans le domaine du numérique. C'était très, très important. Merci beaucoup, Rebecca. Je vous raccompagne avec tout le plaisir. Et merci d'avoir illuminé ce plateau et de nous avoir donné toutes ces... Vous savez que j'aime entendre ça, n'est-ce pas? Alors, au revoir, Rebecca. Nous allons marquer une courte pause après vous et on va installer le forum de discussion. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique.
comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci, Micro. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Mes débatteurs sont déjà en place, ils sont dans ce studio, ils sont sur ce plateau justement pour parler, comme je vous l'annonçais, de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles. Entre contraintes et nécessités, on se pose des questions et je le disais, vous pouvez également participer, nous donner vos différents avis en répondant à la question: que pensez-vous de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires? Je reprends, que pensez-vous de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires? Mesdames, messieurs, je reçois pour vous un visage très connu des jeudis déjà. Il est souvent présent, il s'agit de Justino Vira, coach de l'entrepreneuriat. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Madame Sativi, bonjour le plateau, bonjour mes téléspectateurs. Un visage non moins connu également, qui a toujours été à mes côtés, j'ai envie de dire. Il s'agit de André Alironou, psychologue clinicien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sativi, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors je commence par vous, Monsieur Alironou. Psychologiquement, la fête de fin d'année, évidemment c'est un moment de détente. Est-ce que ça apporte un plus et est-ce que ça apporte un plus à l'apprenant, à l'école, lorsque c'est organisé? Oui, psychologiquement, c'est forcément un plus pour l'enfant de se savoir dans ce milieu qu'il fréquente le plus de temps, qu'il partage un moment de gaieté, de joie, de convivialité avec ses confrères, avec ses camarades. En fait, qu'il se sente vraiment un jour
où tout est permis. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça le déstresse? Ça le déstresse. Ça lui permet, quand c'est bien organisé, quand on tient compte de vraiment la sensibilité des enfants et qu'on organise pour impacter tous les enfants, ça lui permet de se sentir comme tout le monde. Le premier peut s'amuser avec le dernier. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de règles à observer. On se taquine, on court, on fait tout ce qu'il faut. On va danser ensemble. Peut-être ce jour-là, c'est ce jour qu'on va découvrir les talents artistiques du dernier de la classe. Donc, c'est le jour où lui, il va exprimer qu'il vaut quelque chose plus que tout le monde. Donc, c'est Alors, cette fête est importante. On va revenir tout à l'heure sur comment il faudrait l'organiser. Mais cette fête est si importante lorsque on vous suit. Cette organisation est si importante lorsqu'on vous suit. Mais à quel moment ça devient payant? Est-ce que dans ce cas, ça ne pénalise pas plutôt? Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer. Donc pour l'enfant, il s'en fout, hein, que ce soit payant ou pas. C'est pas lui qui va payer, c'est pour les parents plutôt. Mais si l'enfant, lorsqu'on associe l'enfant et que c'est conditionné par il faut payer et que l'enfant ne peut pas participer parce que ses parents n'ont pas les moyens de payer, là c'est une double frustration. Et malheureusement, il y a un côté un peu, j'ai envie de dire, commercial qui rentre dans la chose. Pourquoi j'ai envie de dire il y a un côté commercial? Où on oblige le parent à payer et on oblige le parent à envoyer un cadeau que l'école offre à l'enfant. Bon, quelque part, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n'y a pas de voleur si il n'y a pas de complice. Donc, quelque part, les parents aussi contribuent. Sont complices. Mais est-ce qu'ils doivent refuser? Parce que tous les autres ne discutent pas et on voit l'argent. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. La fête de l'école devrait permettre à l'enfant de briser la barrière des complexes d'infériorité, de classement de la classe. Un peu ce cliché de rigueur ici. Absolument. Il faudrait que la fête arrive à briser ça. Et ça, c'est l'école qui prend la responsabilité de formater en son sein des enfants qui vont se dire, nous sommes tous les mêmes, je peux faire mieux, j'ai des talents ailleurs. Absolument. Mais et laisser aux parents, eux aussi, leur espace familial pour dire à leur enfant, exprimer à leur enfant tout ce qui est amour, tout ce qui est fierté. Parce que je suis fier de toi, je suis content de toi, je t'offre ce cadeau. Mais que ce soit l'école qui représente le parent, là, quelqu'un n'est plus à sa place. D'accord. Alors, nous devons avoir sur ce plateau, je le rappelle, directeur d'école qui s'appelle Tibus Dosuyovo. J'espère de tout cœur qu'il va nous rejoindre parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses à dire. Il faut qu'ils s'expliquent. On ne comprend pas certaines choses. Maintenant, en attendant, M. Justino Vira, je ne sais pas si vous avez eu à vivre des moments à l'école de fête et si c'était payant à l'époque. Si, j'avoue que lorsque je faisais mes cours de maternelle, j'ai eu la grâce de bénéficier, de participer à ces fêtes. Est-ce que c'était payant? Vous n'en saviez rien. Vous n'en saviez rien. Comme le disait le psychologue, c'est pas la fête de l'élève, c'est pas la fête de l'écolier. Lui, il veut son dimanche, il veut se parer de ses plus belles tenues. Il veut voir Papa Noël. Il veut voir Papa Noël, il reçoit son cadeau, il revient. Mais de base, il faut avouer que cela prend deux aspects. D'accord. Le premier, c'est l'aspect de la socialisation. Et le deuxième, c'est l'aspect de la sociabilisation. Ces deux thèmes semblent être pareils, mais c'est l'occasion peut-être de faire un déblayage autour. Tout à fait. Lorsque nous parlons de la sociabilisation, les occasions de fête sont bien entendu des moments qui me permettent à l'enfant de mieux intégrer la société. S'il était timide. Parce que ne perdons pas de vue que les périodes de fin d'année sont des périodes d'effervescence, sont des périodes de fête. Et tout le monde bouge. Et donc, lui, enfant qu'il soit, il veut également goûter un peu, se sentir un peu dans cette fièvre, dans cette effervescence. Ne pas avoir le maître, la maîtresse sur le dos. Ne pas avoir le maître, la maîtresse sur le dos. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle de la sociabilisation. Mais le deuxième aspect, c'est la socialisation. Parce que ça lui permet de révéler, de montrer ses talents extrascolaires. Ne perdons pas de vue que ce sont des occasions où il y a des ballets, il y a des sketchs, et donc chorégraphie. Donc l'enfant qui tout le temps était dans anglais sur les études, focalisé sur les études, on lui soumet à des évaluations, tu n'as pas de travail, on te tape. Donc on lâche un tout petit peu et on dit écoute, montre-nous autre chose. Tout à fait. Montre-nous autre chose. Et dans cette ouverture de montre-nous autre chose, il sort ses potentialités de comédien, d'artiste. Et ça permet en amont aux parents,
aux enseignants de voir que les enfants ont des aptitudes, des prédispositions sur lesquelles ils peuvent déjà s'appuyer pour une orientation plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Mais lorsqu'on prend l'aspect payant de la chose, c'est vrai, vous n'en saviez rien. Je ne sais pas, les parents ont certainement déboursé, ils ont peut-être payé le cadeau que vous devriez avoir, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un peu de commercialisation autour? Parce que vous avez parlé de la maternelle. À présent, il y a des écoles qui exigent la célébration de Noël jusqu'en classe de première. Parce qu'on se dit terminale, il y a le bac. Donc, tous les élèves doivent payer déjà la participation. Ensuite, le cadeau qu'on propose. Est-ce que quelque part, et même le repas, est-ce que quelque part ça ne devient pas commercial? Il faut stratifier. C'est vrai que je disais que lorsque je faisais mes cours, j'étais en cours de maternelle, je ne savais pas si mes parents payaient, mais moi-même j'ai des enfants. Évidemment. Et aujourd'hui, je paie pour des enfants. On m'a déjà appris quelques des sous à cet effet. Puisque l'occasion s'y prête. Mais a priori, payer ne devait pas poser un problème. Parce que cela implique des charges, je dis bien a priori. Et si l'idée de base est de couvrir ces charges, la contribution ne restera que forfaitaire. Tout à fait. Pour permettre à l'administration ou aux organisateurs de couvrir les charges qu'engendre l'organisation d'une telle festivité. Mais le constat un peu déplorable, c'est que cela devient un autre fonds de commerce. Tout à fait. Cela engrange des ressources au profit de l'école. C'est bien que lorsqu'on vous dit la souscription par enfant, dans certaines écoles, vous dites, mais écoutez, mon enfant ne mangera pas pour autant. Lorsqu'on vous dit, venez payer 10 000, qu'est-ce qu'il va manger pour 10 000? Vous comprenez? Lorsqu'on dit, on veut, écoutez, il y a des accessoires, des activités accessoires autour, Papa Noël va venir, on a invité des artistes. Bref, quoi qu'on dise, en toute honnêteté, il faut reconnaître qu'il y a un aspect commercial qui est en train d'être greffé à cette organisation qui pourtant est saine, parce que ça a des avantages. À la base, oui. À la base. Maintenant, l'aspect commercial que nous dénonçons, si c'est qu'il y a un voleur, c'est que quelqu'un... Il y a un complice. Il y a un complice quelque part. Et donc, qui est le complice? Après, je dirais que ce sont nous les parents. Évidemment, puisque je le disais, on ne peut pas refuser. Imaginez par exemple, j'ai écouté cette histoire il y a à peine quelques jours, une sœur à moi, dans l'établissement de son enfant, qui est déjà au CME, ils ont exigé qu'il faut aller dans un restaurant. Et le restaurant en question était un restaurant assez huppé, où il faut payer une somme quand même importante. Vous savez, lorsque moi je faisais les cours primaires, j'ai eu un rappel. L'association des parents d'élèves est toujours associée, impliquée dans l'organisation. D'accord. Et c'était une occasion, une opportunité qu'on offrait à ses parents par l'instance qu'ils représentent, je parle de l'APE bien sûr, de donner leur avis et d'apporter également leurs propositions, qui sera prise en compte bien entendu. Et donc, les parents se voient impliqués et donc l'aspect commercial autour est atténué. Mais aujourd'hui, les parents ne sont plus associés à rien. Vous êtes à la maison, on vous amène juste un feuillet et on dit invitation et payé. Donc, nous subissons. Ok, d'accord. Monsieur Ali Ronou, est-ce que l'enfant a besoin de cette célébration jusqu'en classe de première? Parce que, comme je le dis, certaines écoles n'épargnent que les terminales parce qu'il y aurait le bac. Sinon, de la maternelle en première, vous êtes tenu de participer à la célébration de Noël avec les cadeaux, je précise, pour vous, et évidemment la participation payante des parents. Oui, je dirais même plus loin, même jusqu'en classe de terminale, à l'université, l'enfant a besoin de cette célébration. Oh là là. Mais il n'a pas besoin de cette campagne financière ou bien, je vais dire, commerciale. D'accord. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, c'est tout simplement qu'il faudrait que l'école, ce que l'école fait n'est pas mal, à la base, permettre à l'enfant de déstresser. C'est obligatoire dans le programme. C'est pour ça qu'on fait un trimestre, on fait une pause. On fait un trimestre, on fait une pause. S'il y a possibilité de permettre à l'enfant d'évacuer le stress, toutes les stratégies qui peuvent lui permettre de s'épanouir, d'évacuer le stress sont bonnes. Mais comme on le dit, ici à la base, la fête à l'école doit permettre de révéler d'autres talents. L'enfant qui était timide est un très bon chanteur. Et quand il chante, on ne voit plus la timidité. Quand il est sur scène, ce n'est plus l'enfant timide qui ne peut pas poser des questions. Ça, on peut s'appuyer dessus pour sortir, l'aider à vraiment exprimer son potentiel. Mais lorsque ça devient une contrainte, où l'enfant est là,
Parce que certains enfants savent que son père a payé 15 000 francs. Bien sûr. Mais quand il vient que vous lui présentez un akassa avec une tête de poisson grillée, mal cuit, il a mal. Tout à fait. Il s'est dit, bon, est-ce que ça vaut le coup? C'est de l'abus quelque part. Pourquoi on a payé? Donc l'année prochaine, quand vous allez organiser, c'est lui qui dira à ses parents, je ne veux pas partir. Et par contre, ça c'est pour les enfants un peu adolescents. Mais les petits, lorsqu'ils viennent et que papa, parce que c'est le cadeau que les parents apportent, mais lorsqu'il vient et qu'il voit le cadeau de son camarade, on dit c'est Papa Noël, donc c'est une surprise. Il voit le cadeau de son camarade et il voit lui son cadeau venir. Il y a des enfants qui laissent le cadeau dans la main de Papa Noël. Oh là là. Il n'a pas envie de faire photo parce que son cadeau, c'est pas ce qu'il veut. Oh là là. Pour l'autre est mieux. Et pour d'autres enfants aussi. Donc vous créez d'autres situations frustrantes dans la famille et l'enfant va venir à la maison avec des caprices. Moi, ce que je demande souvent aux gens, c'est que si l'école veut prendre la responsabilité de jouer ce rôle qui est le sien, c'est d'organiser, d'aller chercher les moyens, d'offrir le même type de cadeau à tous les jeunes garçons, à toutes les jeunes filles. S'il faut aider ou bien, féliciter ceux qui sont un peu plus âgés avec d'autres types de cadeaux, que l'école réfléchisse à trouver des choses, mais pas à imposer aux parents de venir faire ci, de venir faire ça. Il a dit tout à l'heure, c'est aussi une occasion d'associer les parents à la réflexion, à venir assister pour découvrir les talents de l'enfant. On n'est pas obligé de dire qu'on va manger après. Absolument. Donc, de voir, c'est cette partie qui vient, j'ai envie de dire, inhiber un peu tout le bienfait qui est dans la fête. Parce qu'on a envie de manger, de boire, de faire venir un artiste, de faire venir ici. Mais tout ça, ça coûte. Mais ça va apporter quoi réellement comparé aux enfants eux-mêmes qui vont se mettre en scène. Tout à fait. Donc, il va falloir réfléchir un peu plus et voir. Bon, quand on me dit on amène un enfant dans un restaurant UP, ses parents peut-être n'ont pas les moyens d'aller là-bas régulièrement. Ils l'ont peut-être jamais emmené là-bas. Ils n'ont jamais amené. Mais vous amenez l'enfant là. C'est comme si on donne une autre information à l'enfant. C'est pas bon. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Mais avant de revenir à M. Vieira, vous avez abordé un sujet quand même assez sensible, la différence de cadeaux. Ah oui. La différence de cadeaux, qu'on le veuille ou pas, c'est le parent qui paye à présent. Dans ce cas, comment faut-il réfléchir? Votre enfant qui, par exemple, à l'école, son camarade a eu un véhicule. Enfin, quand je dis un véhicule, c'est les véhicules. Tout à fait. Mais que vous n'avez que les moyens de lui offrir un ballon. Comment on fait? Est-ce qu'il faut aller, parce que c'est vrai, je veux, mais est-ce qu'il faut aller s'endetter? Est-ce qu'il faut se préparer à l'avance? Comment on fait? Il y a des écoles qui obligent les parents à envoyer le type de cadeau pour l'enfant. Mais dis donc. Bon, dans ce cas, on fait quoi? Il faut que ce soit tel cadeau. Et certains parents, on va se dire la vérité, qui vont s'endetter pour le faire. Mais quelque part, c'est un mauvais message éducationnel qu'on envoie à l'enfant. Parce que ton enfant sait ton niveau. Et c'est ce que je dis, l'école n'aide pas le parent dans ce cadre. Et le parent lui-même ne s'aide pas et n'aide pas l'école dans ce cadre. Parce que quand l'école te l'impose, ne connaissant pas tes moyens, ce n'est pas l'école qui va payer. Et ce serait très mal vu par l'enfant que tout le monde reçoive un cadeau que lui ne reçoit pas. Et pour ça, le parent qui aime son enfant est capable d'aller s'endetter pour le lui offrir. Mais à quel prix? C'est délicat. À quel prix? Parce qu'à la maison, ça va prendre un coup sur la fête de la maison. L'enfant va préférer, comme à la maison, il n'y aura rien d'intéressant, ou il n'y a rien eu d'intéressant. L'année prochaine, il va se focaliser sur la fête de l'école. Et ça devient perpétuellement un endettement, un souci pour le parent. Donc, il faudrait que l'école, si l'école veut organiser, libre à elle, c'est autorisé, mais que l'école organise dans ses moyens. Je vais peut-être aller plus loin. Dans les contributions qu'ils reçoivent, ils n'ont qu'à préparer la part de la fête de fin d'année. Bien sûr. Dans les collèges publics, par exemple, on organise. Il y a des jeux sportifs où les enfants vont faire des compétitions et tout ça. Mais on ne demande pas que vous veniez manger, boire, qu'on va s'enivrer. Non, c'est autour du sport, autour des jeux de théâtre, de danse et tout ça qu'on organise. Et puis après, chacun rentre chez lui pour aller prendre son cadeau et jouer. Donc, c'est peut-être les parents qui accompagnent, par obligation,
par amour pour leur enfant, ils croient bien faire. Mais s'ils peuvent mieux se rapprocher des autorités de l'établissement et leur dire, vous nous entraînez dans un endettement qui n'est pas vraiment bien, parce que ce n'est pas notre planification, ce serait encore mieux. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que le psychologue a abordé des sujets assez sensibles et assez sérieux. Dans ce cas, comment on harmonise? C'est vrai que vous avez parlé de l'association des parents d'élèves, mais comment on harmonise? À mon niveau, j'ai peut-être des difficultés dans cette période, comme par hasard. Comment j'arrive à satisfaire mon enfant et quand même à céder aux caprices, je dirais, des établissements? Non, a priori, il faut déjà commencer par expliquer à l'enfant la différenciation. Oh! Bien sûr. Ah ben vous lui dites, c'est écoute, un élément... je ne peux pas t'offrir ta voiture. Nous n'allons pas attendre le contexte de la fête pour développer la communication avec l'enfant. D'accord, comment on fait? Nous n'allons pas attendre la période de décembre ou de novembre. Lorsqu'on commence par demander à l'enfant d'amener un cadeau, ce n'est pas la période indiquée pour développer la communication, donc il n'y a pas le dialogue sur lequel j'insiste. L'aspect de la différenciation, ça se fait à l'avance. Lorsque vous avez un langage de communication fiable, cohérent avec votre enfant, écoute, tu sais, ce mois-ci, je ne pouvais pas t'offrir le cadeau que je t'ai donné ou bien que je t'ai offert l'année dernière. Pour X, Y, Z raison. L'enfant est une grande personne. Il faut qu'on arrête de dire, bon, écoute, ce n'est qu'un enfant, il acceptera ce que je lui donne, c'est moi qui ai cherché mes sous, c'est mon argent. Non. Ce caractère hautain n'avantage guère et ne renchérit guère l'harmonie entre le père ou la mère et les enfants. Et donc, il faut expliquer à l'enfant ce qui justifie le changement de cadeau, le rythme. Deuxième chose, je ne suis pas content de tes résultats. Avant que la rentrée ne commence, tu m'as promis qu'au premier trimestre, tu auras 14 de moyenne, 12 de moyenne. Tu m'as promis que tu seras première, tu ne l'es pas. Mais je ne vais pas te priver de cadeaux, mais sauf que ça ne soit pas à la taille de ce que tu as eu l'année dernière. Voilà des éléments de langage. Troisième élément de langage, c'est le fait de lui montrer un cadeau plus intéressant. Ce que je peux appeler peut-être par audace des cadeaux compensatoires. D'accord. Lesquels par exemple? J'aurais pu te donner peut-être une voiture qui coûte 10 000, 15 000. Bien sûr. Sinon plus. Sinon plus. Mais tu vois, ton niveau dans telle matière n'est pas du tout bien. Je préfère te donner un cadeau de 5 000 et les 10 000 francs qui restent. Pendant tes 2 semaines de congé, je te prends un répétiteur qui va t'encadrer. Là, c'est une totale transparence avec l'enfant. Oui, mais les enfants aujourd'hui, nous sommes dans une société, on a un psychologue, nous sommes dans une société où l'enfant n'est plus à être relégué au second plan dans le cadre de la décision. D'accord. Parce qu'il s'agit de lui, c'est lui le sujet. Bien sûr. Et donc, il faut l'impliquer dans la prise de décision. Il faut prendre son avis. Et même si vous devez lui faire changer d'avis, ça serait avec toute la diplomatie qu'il faut et non aller de façon cartésienne. C'est le papa qui parle, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis qui passe. Comme vous le disiez, c'est mon argent. C'est mon argent. Nous n'en sommes plus à cette époque. Les paradigmes ont changé. D'accord. Et voilà les 3 pistes que je propose. Mais évoquons également le caractère publicitaire pour l'école. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas exclu. Il est fréquent, légion de voir que pendant les périodes de vacances, quelques jours avant la rentrée, les photos prises lors des événements de fin d'année sont bombardées sur des affiches publicitaires, dans des spots, pour montrer que l'école favorise, nous célébrons bien et nous encourageons les enfants. Et surprise pour surprise, pourtant désagréable, on voit un enfant avec un cadeau de son papa que l'école transpose sur une affiche faisant croire à l'opinion qu'il est en train de célébrer l'excellence. De récompenser. Ouais. Et non, il faut nous inviter à un état d'honnêteté. À un état faire la part des choses. Si vous voulez distinguer les enfants, distinguer les meilleurs, promouvoir l'excellence dans votre école, faites-le. Mais ne profitez pas, ne rançonnez pas, ne vous abusez pas des cadeaux offerts par les parents dans un contexte bien précis qui est la fête de Noël, pour maintenant transposer ça dans votre avantage pour des fins publicitaires. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Viviera. Nous les écoles en font des vertes et des pas mûres tout le temps. Il n'y a plus vraiment d'honnêteté, en tout cas chez certains. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect abordé de discussion de transparence totale. À quel moment je comprends que je n'aurai pas d'argent et je dis, à quel moment j'arrive à établir ce lien de totale transparence, quitte à lui dire, écoute, tu n'auras pas ta voiture, tu auras un petit ballon. J'ai envie de dire à tout moment.
Ah bon? À tout moment, oui, parce qu'il a déjà amorcé. C'est pas au jour J que vous allez dire, voilà, j'ai telle situation. Je dis souvent, les enfants, on dit à 5 ans, pendant 5 ans, fais de ton enfant un prince. Ah oui. Une princesse. Pendant 5 ans, quand il vient, pendant 5 ans, fais de lui un prince, une princesse. Pendant 10 ans, après ces 5 ans, fais de lui un esclave. Pas dans le sens de le maltraiter, mais de lui apprendre les b.a.-ba de la vie. De lui montrer que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On a des échecs, on a des réussites. Qu'il apprenne les règles de la vie. Et après cela, fais de lui ton ami. Ok. Donc à partir de 15 ans? À partir de 15 ans, il faut que l'enfant devienne ton ami. Que tu puisses lui dire, je suis parti, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses de mon comportement? Que ton enfant puisse s'exprimer librement. Quand c'est comme ça, ce qu'on est en train de dire, c'est l'enfant qui te dira, parce que l'enfant va comprendre que l'endettement que tu es en train de prendre pour lui offrir quelque chose de, j'ai envie de dire, éphémère, à l'école, va prendre un coup. Mais la fête de la maison va prendre un coup. Que c'est éphémère. Il sait que ça va être un moment. C'est ça. 2 heures ou plus. Bien sûr. Il va revenir à la maison. Tout à fait. Et là, maintenant, on va se regarder jusqu'à la fin de la Noël. Donc, la Noël de la maison va prendre un coup. Et comme il le disait, oui, le cadeau qu'on me demande à l'école, si je te l'offre, à la maison, on va venir se regarder, on va boire de l'eau. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire qu'il préfère qu'on fasse une bonne fête à la maison. Absolument. Et qu'on appelle ci, on appelle ça. Et donc, chaque fois qu'on associe les enfants à la décision, les parents souvent ont l'impression que c'est comme si l'enfant est roi. C'est lui qui décide. Non, au contraire. Ils ont peur en fait de blesser, de frustrer leur enfant. Vous savez, au cours de sensibilisation, j'ai demandé souvent à certains parents, à la rentrée, est-ce que tu associes ton enfant à l'achat des fournitures? Ceux qui ont dit oui et qui ont... J'ai dit, qu'est-ce que vous aviez pensé? Quand ils associent l'enfant, ils dépensent moins. Ah ouais? Oui, parce que quand il va... Et l'autre chose, c'est que quand l'enfant choisit son sac, par exemple, quand il va, il choisit son cadeau. Mais choisit son sac en fonction peut-être des héros de dessins animés, par Oui, souvent c'est plus moins cher que ce que tu as prévu acheter. Donc, il faut en tenir compte. Souvent, l'autre chose qui est indéniable, quand il choisit son sac, il garde ça mieux. Ça, c'est vrai. Plus longtemps. Il n'a pas envie d'abîmer ça. Petite astuce pour les parents. Il n'a pas envie d'abîmer ce sac. Donc, peut-être... Tu vois un sac que toi tu vas acheter à 10 000. Lui choisit un sac de 13 000. Et tu trouves que c'est plus cher. Mais il va garder ça plus longtemps que 2 sacs de 10 000 que tu vas acheter au cours de l'année. Donc l'enfant te fait forcément faire des économies. Et plus quand tu parles avec ton enfant, quand tu expliques à l'enfant, l'enfant te défend. Il ne vient pas te harceler. Quand l'enfant sait que, ah papa, maman, actuellement c'est une période, c'est pas trop... Il va garder sur lui, il va supporter des moments. Mais quand tu ne lui expliques rien et que tu imposes tout, dès qu'il a un besoin, il viendra te réclamer. Et tant que tu ne donnes pas, il rentre en conflit. Donc, c'est à tout moment qu'il faut discuter avec son enfant. La fête de la Noël ne se prépare pas en décembre. Mais est-ce que dans ce cas, il faut être tout à fait honnête? Parce que j'ai peut-être prévu autre chose de faire autre chose avec mon argent. Oui. Et voilà, j'ai pas assez de monnaie de côté pour peut-être acheter un cadeau cher. Est-ce qu'il faut lui dire, écoute, mon enfant, j'ai besoin de telle chose, ou est-ce qu'il faut simplement lui dire, malheureusement, les ressources ne suffisent pas? Il y a plusieurs stratégies. D'accord. Il a envoyé une stratégie tout à l'heure. Déjà, commencer par conditionner la fête de Noël avec les résultats, les performances. Et quand vous voyez les résultats et que vous voyez votre poche, vous commencez par jouer dessus. Vous-même, vous voyez que cette année-là, la fête va être moyenne. Hein. Est-ce qu'il y aura même fête? Ah là là. Les résultats, c'est pas ce qu'on s'était dit. Hein. Vous n'avez pas fait votre ça booste quelque part aussi. Quelque part, ça va les aider. C'est un peu de manipulation positive, je vais dire. Oui. Donc, et quand l'enfant, il est déjà dans cette logique que cette année, il n'y aura pas de laisser aller grandiose, il commence par freiner un peu ses ardeurs. Et quand tu viens lui demander qu'est-ce que vous voulez, pour sonder un peu le terrain, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour cette fête, il a l'impression qu'il décide. Il te donne tout ce qu'il a envie de faire. Et à toi maintenant de lui dire, tout ce que tu dis là c'est bon, hein, on peut faire. Mais actuellement les finances c'est pas tout ça pour moi. J'ai envie qu'on fasse ci ou ça dedans. Il te fait 5 propositions, tu lui choisis 2 qui lui tiennent à cœur. Ok. Ou bien dans les 5, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Parce qu'on ne peut pas faire tout.
Ça, ce sont des astuces qui permettent aux parents de se positionner sans dire à l'enfant, je n'ai pas les moyens de t'offrir tout ce que tu veux. Mais on va faire ce qui te tient vraiment à cœur. Vous pouvez le dire, comme certains parents, selon la transparence éducationnelle qu'il y a, communicationnelle qu'il y a entre eux, de dire à l'enfant, je n'ai vraiment pas les moyens, voici ce que j'ai, voici le budget. Planifiez-vous dans ce budget pour qu'on fasse la fête. C'est aussi honnête. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vieira, oui, allez-y, vous voulez réagir? Faire ancrage sur un point développé par Monsieur André. Il faut dire à l'enfant sa situation. Mais a priori, les mamans s'invitent également dans le débat. Mais bien sûr. Forcément. Parce que l'oreille attentive de l'enfant, c'est d'abord sa mère. Et donc, le coaching... merci pour c'est nous. Les deux parents. Ce sont les deux parents, mais écoutez, ce que je dis est pourtant compréhensible. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, le vrai coaching, c'est d'abord envers la maman qu'il faut le faire. Parce qu'on a déjà vu des mamans qui restent derrière le rideau. Va le voir. Va voir ton papa, il est au salon, va le voir. Il a un peu d'argent. Il a un peu d'argent, c'est pas... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et là, je dis toujours, il faut montrer, pour prendre quelque chose à quelqu'un, il faut lui donner quelque chose. D'accord. C'est l'effet de la compensation. Ne laissez pas l'autre les mains vides. Mais s'il fait l'effort semblant de vous comprendre, dans le fond, il est toujours déçu. Et donc, mais si vous voulez dire à votre enfant que vous n'avez pas les moyens, l'argent, dites-lui son intérêt. Si vous le privez de ce cadeau, quel est son intérêt? Tu sais, cette année, je veux que nous allions fêter à Ouida. Tu connais Ouida, c'est l'occasion pour toi de faire de la visite, du tourisme. Mais si tu m'amènes à t'acheter un cadeau, un vélo de 50 000, tu ne pourras plus aller à Ouida. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu suggères? Je t'achète un vélo de 50 000 et on ne va plus à Ouida? Il va dire diminuer le vélo. Il va dire diminuer le vélo. Ouais. Donc on l'amène. On diminue ou on fait quoi? Donc, vous voyez que il faut chaque fois mettre l'intérêt de l'enfant au milieu des décisions. Même si votre situation financière est tellement morose, montrez-lui pourquoi ces derniers temps-ci, après vous travaillez, vous sortez, et il n'y a pas de cessation de salaire. Et voilà encore un autre problème d'éducation financière au sein des ménages. Pareil, la femme ne conçoit pas que son mari sort tous les matins, rentre tous les soirs, et dit « je n'ai pas de l'argent ». Encore moins les enfants. Évidemment. Et non, on dit, je suis en train de faire tel investissement, je suis en train d'investir pour que nous prenions une parcelle, tu sais, avec tout le loyer que je paie par mois, est-ce que ce n'est pas bon pour nous? Tu auras ta chambre à toi seul, est-ce que ce n'est pas mieux pour nous? Ouais, c'est une façon de communiquer sans pour autant laisser dire de façon que je n'ai pas l'argent. Pour réussir à la convaincre que l'argent ne va pas dehors. C'est ça. L'argent ne va pas dehors. Ouais. Non, il faut juste montrer les preuves. Les femmes ne sont pas compliquées. Oui, bon, si vous le dites, venant d'une femme, je prends le risque de vous croire. Mais il y a également l'État, les autorités qui ont également leur rôle à jouer. Bien sûr. Il y avait cela quelques années sur les TD. L'autorité a pris un arrêté pour régulariser ce secteur qui est en réalité un fonds de commerce. Et je vais vous dire, je ne trahis aucun secret. Il y avait cela quelques jours, j'étais en discussion avec un responsable d'école qui me dit en réalité, ce qui permet à une école de tenir tout au long de l'année, ce n'est pas la scolarité. Ce sont les petits frères autour. Voilà. Nous avons raison de penser à la commercialisation. Ce sont les petits frères. TD, fourniture, telle chose. Et il y a fête improvisée, venez payer, tel livre. Ouais, c'est ça qui fait. Excuse-moi, je te coupe pas. Sur TD, juste. C'était hier encore, j'étais dans un établissement pour sensibilisation. Quand la directrice de l'école, venant une doléance d'un parent qui voudrait qu'on revoie les prix des TDI parce qu'elle a suspendu cette activité pour l'instant, faisait une doléance pour revoir les prix et de relancer pour... Et la directrice a dit, les enfants n'ont pas besoin de TD pour réussir. N'est-ce pas? Si l'école fait bien son travail, les parents font bien leur travail à la maison, les enfants n'ont pas besoin de TD. Et il y a encore une autre directrice qui dit, les enfants n'ont même pas besoin de répétiteurs à la maison. Quand vous faites bien votre travail, que l'école fait bien son travail, qu'est-ce que le répétiteur veut venir répéter? Est-ce que c'est parce que l'enseignant a mal à expliquer que vous prenez un répétiteur? Donc faites votre travail, nous aussi on fait notre travail. Avec les TD qui commencent cette fois-ci au CI quand même. Parenthèse. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur ce sujet. On revient sur ce sujet, c'est important. Même si mon avis sur la réponse de la directrice, pour moi, est quand même discutable parce que le niveau des enfants n'est jamais pareil. Et même sur la question des cadeaux, chaque parent peut décider d'offrir le cadeau qu'il veut à son enfant. Et quand l'école va commencer par imposer des cadeaux, il dit, mais écoutez, directeur, ce n'est pas avec votre argent, c'est mon argent. L'école impose, hein. J'ai eu l'école. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais j'évoque le fait qu'on dise, désormais, tous les parents vont donner tel cadeau.
Comme le font certaines écoles. Je parle d'un deuxième cas de figure où l'école ne l'impose pas, mais veut harmoniser. Et le parent dit, pour éviter la frustration dont vous parlez, le complexe d'infériorité qui peut naître. Peut-être opter pour des cadeaux à portée de tout le monde. À portée de tout le monde, mais il y a également un autre message qu'il faut passer. Clarifier les types de cadeaux pour des enfants selon leur âge. Les parents ne le savent pas. Tout à fait. Un parent qui est resté, vous savez que la période des fêtes constitue des périodes de réconciliation entre des parents et leurs enfants. Oui. Il est resté loin de l'enfant tout au long de l'année, ou bien il n'était pas trop présent, il était tout le temps en voyage. Donc, la meilleure façon pour lui de renouer de la plus belle des manières de contact, c'est de lui offrir un cadeau un peu faste, un cadeau un peu osé. Et l'enfant dit, ah papa, même maman, même. Non, ce n'est pas la bonne formule, ce n'est pas le bon langage. Et donc, par-dessus tout, je disais que l'État doit s'inviter à un moment donné pour régulariser. Parce qu'il y a des déviances, l'autorité suprême doit prendre... Mais nous en parlions avec le psychologue tout à l'heure, à l'entame presque, lorsque certains parents n'arrivent pas et décident de tout simplement se retirer, il n'y aura pas fête, ils disent à leurs enfants, vous n'irez pas fêter cette année parce que votre école en fait un peu trop. Non, pour moi, ce n'est pas la bonne formule. Ce n'est pas la bonne formule parce que, vous savez, les enfants gardent plus en image. D'accord. Le niveau le côté cognitif, le côté raisonnement de l'enfant n'est pas si soutenu comme chez l'adulte. Lui, il garde ce qu'il voit. Tu n'iras pas fêter, ça veut dire que papa n'a pas les moyens de me permettre d'être avec mes amis. C'est ce que lui garde. Lui n'est pas dans l'analytique trop poussé comme le parent. Et donc, pour moi, ce n'est pas la bonne formule. Quelle est la bonne formule? La bonne formule, soit vous allez rencontrer les autorités de l'école pour discuter avec eux. En leur disant quoi? Oui, mais... Vous exagérez? Cela... il ne faut pas changer. Non. Pas que vous exagérez. Mais chaque parent, d'abord en management, le manager a une relation personnelle avec chaque client. Ça, je n'apprends rien. Bien sûr. Et donc, chaque parent, au regard de ses capacités de persuasion, peut amener un directeur, un censeur, de revoir sa condition tout particulièrement. Tout à fait. Écoutez, moi, j'ai 2 enfants dans votre école. J'ai 3 enfants dans votre école. Et après tout, ça vient de la même poche. C'est un élément de langage. Vous voyez, je vous dois encore peut-être 100 000. Rien que pour 2 enfants, je vous donne 20 000. Je préfère payer la scolarité que venir de... Vous voyez, ce sont des éléments qu'on utilise dans une négociation et ça peut marcher. Donc ça, c'est aller à la négociation. Troisième élément que je donne, troisième piste que je propose, c'est simplement mettre l'enfant dans le minimum. Puisqu'il ne faut pas l'affranchir quand même de la joie collective. De se retrouver avec ses amis. De se retrouver. Donc, il y a le minimum. Soit il va juste pour l'instant des remises de cadeaux, il ne participe pas au dîner. Soit si le lendemain, il doit peut-être se retrouver à la plage, lui n'y va pas. Mais vous l'occupez d'une autre manière. Je dis, il y a toujours quelque chose. Quand on veut prendre quelque chose à quelqu'un, il faut toujours... la compensation. Il faut la compensation. Merci beaucoup. Alors, M. Alironou, il a abordé tout à l'heure le choix des cadeaux. C'est vrai qu'il y a le budget qui parle, mais au-delà, comment on choisit le cadeau, comment le cadeau doit être adapté à chaque enfant. Voilà l'autre incohérence, quand l'école s'arroge ce rôle d'organiser, d'offrir le cadeau pour lui, son prestige ou sa visibilité. Tout à fait. Parce que le parent, on l'a dit tout à l'heure, le parent qui veut offrir un cadeau, il a un objectif à atteindre. Et j'invite les parents à plutôt surfer sur l'objectif de l'enfant. Parce que l'objectif ne doit pas être le mien. C'est que ça fait 1 an, je n'ai pas vu mon enfant, donc je veux acheter sa conscience. Pour moi, ce n'est pas un rattrapage, mais c'est l'achat de conscience de l'enfant. Acheter sa conscience en venant avec quelque chose, il va dire waouh. Mais ça aura quel intérêt pour lui? Ça va l'aider en quoi? Et il faut se poser cette question avant d'aller acheter le cadeau. Donc quand vous associez l'enfant et que vous lui demandez, par exemple, tu veux quoi? Quand il dit, il faut voir l'objectif qu'il veut atteindre avec. Et à vous de voir, quand vous connaissez votre enfant, quel est son potentiel? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et c'est à partir de ça que vous venez et vous achetez le cadeau pour lui permettre de booster ce potentiel. Donc le cadeau qu'on achète doit favoriser chez l'enfant l'émergence de quelque chose en lui. Ok. Donc, dans ce cas, on a le choix. On peut offrir une guitare, on peut offrir, un piano, on peut offrir une tablette. Si on a les moyens, si l'enfant, il aime la musique, si c'est ça qu'on veut booster chez lui, on lui offre ces choses-là. Donc, il faut tenir compte des aptitudes de l'enfant. Des aptitudes, du potentiel de son enfant. Et les poupées également, hein.
Les poupées, quand c'est un peu pour permettre à ça, encore à un certain âge, pourquoi pas, oui. Voilà, elle aime tellement les contes de fées. Voilà. Offrez-lui Blanche-Neige. Voilà. Elle sera heureuse de sa poupée ou bien bon. Alors, exactement. Merci beaucoup. Entre-temps, il nous a rejoint. Maurice Tantan est sur ce plateau. Bonjour Maurice. Bonjour Jennifer. Vous êtes là avec la moisson, n'est-ce pas? Une énorme moisson ce jeudi matin parce que la question du jour, on va dire, a intéressé nos amis internautes. Ils ont porté un très grand intérêt à ce sujet qui est l'organisation, on va dire, payante des fêtes de fin d'année dans les écoles, notamment les écoles primaires. Et à la lecture des commentaires, il y a trois grandes tendances qui se dégagent. Il y a d'un côté ceux qui estiment que généralement les chefs d'établissement, les enseignants utilisent ce moyen pour gruger, escroquer les parents d'élèves parce que les coûts de participation qu'on demande sont exorbitants et parfois ça exclut certains élèves parce que leurs parents ne sont pas à mesure de participer en fonction parfois du nombre d'enfants qu'ils ont dans les écoles. Il y en a qui estiment que c'est une bonne chose parce que c'est un moyen, c'est l'occasion pour les enfants de passer un moment festif au sein de leur établissement scolaire, dans leur lieu d'apprentissage, et puis ceux qui sont restés dans l'entre-deux, qui ne sont pas contre l'idée, mais qui appellent à une forme de régulation pour ne pas exclure et que l'école reste dans le principe d'équité qui doit être la sienne. On va donner l'étude de ces commentaires rapidement. Comme je vous l'ai dit, Jennifer, il y en a eu beaucoup. Je commence avec Dominique Cassin. Dominique Cassin nous écrit que la question du jour est là. Bienvenue avec les petits-enfants. Il faut nécessairement un petit moment festif et de réjouissance. Cette récréation nécessite aussi la participation de nous les parents pour sa réussite, d'où une organisation payante qui ne doit pas faire l'objet de tabous selon Dominique Cassin. Clément Zonvero nous dit c'est toujours bon de passer ensemble les moments festifs après un bon moment de travail, car après l'effort c'est le réconfort. C'est pas du tout l'avis de Isidore Hessou qui sur notre page Facebook dit on n'a pas besoin de ces fêtes dans les écoles avec les enfants, chacun faites chez lui, car c'est de l'escroquerie selon cet internaute. Autre internaute qui a réagi sur la question du jour, c'est Sénillon Avala. Il nous écrit que les écoles primaires exagèrent tout simplement. Il n'y a pas deux mots pour qualifier la situation. Elles ne font rien et ne donnent rien d'extraordinaire aux enfants, mais exigent des montants élevés aux enfants pour l'organisation de leurs fêtes. À eux, Eric Houédé nous dit « Je pense que ça permet aux apprenants et aux corps enseignants de se relâcher car après le travail, c'est le réconfort. » Yves Kodjo, à présent, nous dit que l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles est une habitude qui prend de l'ampleur aujourd'hui, surtout dans les écoles privées. Nous constatons que les promoteurs d'écoles voient certains directeurs d'école en font des activités de revenus. L'objectif premier serait d'égayer nos enfants écoliers dans leur monde scolaire, mais nous constatons, écrit-il avec amertume, que les organisateurs pensent plus à leur poche, ce qui est déplorable. Roscoe Totin, à présent, dit je suis contre cette organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires. À vrai dire, cela divise les apprenants car tous les apprenants n'auront pas accès à la fête qu'organisent leurs propres écoles par faute de moyens financiers. Il faut que les autorités compétentes en la matière prennent des mesures visant à interdire cela car c'est trop. Selon Parfait Zimvo Edo, cette organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires soulève divers enjeux importants. Les fonds collectés peuvent servir à financer des sorties, l'achat de matériel pédagogique ou d'autres projets scolaires. Par ailleurs, ces festivités contribuent à renforcer la convivialité et la solidarité entre les élèves et le personnel éducatif. Cependant, ajoute-t-il, demander une contribution financière peut exclure certaines familles en difficulté, remettant en question le principe d'équité propre à l'école. Même si la participation reste facultative, certains parents peuvent ressentir une pression à payer
par crainte que leurs enfants, ne soient mis à l'écart. On va prendre encore 2 avis, si vous permettez. Yves Bocot dit, à mon avis, c'est une bonne initiative, car après l'effort, c'est le réconfort. Cela permet aux enfants de s'amuser, de se détendre et d'anticiper la fête du Nouvel An. Cependant, ce qu'il faut décourager est le fait que les enseignants fixent des prix onéreux et dispendieux pour cette organisation, sans penser qu'il y a des parents qui ont 4 voire 5 enfants à supporter et par ailleurs d'autres dépenses à effectuer. On termine avec Lafia Aboudou qui nous explique que pour que ces fêtes soient réellement inclusives et bénéfiques, il serait judicieux d'explorer des alternatives comme des collectes de fonds ou des contributions volontaires, tout en veillant à ce que chaque enfant puisse participer, peu importe les moyens financiers de sa famille. L'objectif principal devrait rester la création de moments joyeux et partagés. Voilà, Jennifer Sativi, chers amis, ce que les amis internautes ont écrit sur la question du jour de ce jeudi. D'accord, des avis divergents et bien tranchés. Mais Maurice, moi, comme d'habitude, on va prendre votre avis. Quelle est votre position? Est-ce que c'est de l'escroquerie? Est-ce que c'est de la commercialisation? Ou est-ce qu'il faut dépenser sans compter pour mettre l'enfant à l'aise? Non, il faut jamais, on ne peut jamais dépenser sans compter, c'est pas possible. Quand même. Non, on ne peut pas. C'est parce que, vous savez, oui, même si c'est pour un enfant, on ne peut pas dépenser sans compter parce que dans tous les cas, les moyens sont limités. Alors, ce que moi je voulais dire d'entrée, c'est aujourd'hui, si la question fait débat et qu'on en parle ici sur le plateau de la télévision nationale, c'est parce qu'il y a aussi une tendance globale et que de plus en plus, les parents ressentent cette pression-là dans leur poche. Sinon, les fêtes de fin d'année, on a souvent organisé. Et aussi ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants que nous avons. Vous avez beau dépenser pour leur offrir un cadeau à l'école, ils vous font la différence entre le cadeau de l'école et le cadeau que vous devez donner à la maison. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de dépenses au mois de décembre pour les parents et ça devient une préoccupation. C'est pour ça qu'on discute. Et aussi, on demande une contribution aux parents et parfois les parents, et c'est normal, c'est légitime, ils regardent par rapport à la contribution qu'ils donnent, ce que les enfants obtiennent à l'école en termes de réjouissance, de restauration, etc. Et on se pose des questions. Donc il y a peut-être des écoles qui sont justes, mais d'autres, manifestement, on se dit, ils prennent de l'argent, mais le résultat n'est pas réellement à la hauteur. Et je vais terminer sur la question de l'équité. Beaucoup de nombreux internautes ont évoqué le sujet. L'école doit rester un lieu inclusif. Et dès lors qu'on demande certaines participations, certaines contributions aux parents, et évidemment tout le monde n'a pas la capacité, n'a pas les moyens de supporter, il y a une exclusion qui s'installe parce que certains élèves ne peuvent pas participer, ne peuvent pas aller jouir de cette fête-là parce que leurs parents n'ont pas été en mesure de payer. Et donc ça, c'est une réflexion il faut trouver forcément un moyen alternatif pour que l'école ne soit pas un lieu d'exclusion, quelle que soit l'activité qu'on mène en dehors des jours de classe. D'accord. Merci beaucoup Maurice pour votre avis. Malheureusement, le temps, il est presque parti. Sinon, il est parti. On va faire un dernier tour de table. Je commence par vous, Monsieur Ali Ronou. On va conclure. Merci beaucoup pour l'intérêt de ce sujet. Je veux peut-être revenir sur un aspect. Ce sont ces parents, excusez-moi du terme, mais c'est le mot juste, démissionnaires, qui ont des prétextes pour ne pas offrir une fête à la maison. Pensent que la fête de l'école va remplacer la fête de la maison. Et donc pensent que c'est le moment pour l'enfant de vivre là. Et il y a une autre chose, c'est que le cadeau, M. Maurice l'a dit tout à l'heure, le cadeau de l'école, même si c'est le parent qui l'achète, c'est pas le cadeau du parent pour l'enfant. C'est le cadeau de l'école. Quel que soit ce que vous aurez donné là, c'est l'école qui a donné. Certains enfants un peu plus intelligents disent souvent, papa m'a donné son cadeau, maman est pour toi. Quand vous deux, vous ne donnez pas le cadeau. Quand l'enfant pense que c'est le cadeau de papa, toi maman, qu'est-ce que tu me donnes? Ou bien quand l'enfant pense que c'est le cadeau de maman, toi, papa, qu'est-ce que tu as donné? Même si c'est papa qui a donné l'argent pour acheter et que c'est maman qui offre, qui dit c'est ton cadeau, pour lui, papa n'a encore rien donné. Donc, il faut pouvoir
surfer sur tout ça. On ne dit pas que organiser une fête, un moment de réjouissance, de sociabilisation et de socialisation merci, à l'école est une mauvaise chose, non. Mais il faudrait que l'école sache raison garder et reste dans son rôle. Tout à fait. Pour ne pas prendre la place du parent, pour laisser aux parents la place qui est le sien et qui lui permet de faciliter cette relation de communication avec son enfant. Merci beaucoup, M. Alironou. M. Vieira, on va conclure également. Merci beaucoup, Mme Sativi. Je pense que fondamentalement, nous devons garder 3 choses. La première, les fêtes organisées par les écoles sont importantes. Ça, je pense qu'à l'unanimité, nous sommes d'accord là-dessus. Elles favorisent la socialisation, elles favorisent la sociabilisation. Première chose. Deuxième chose, le coût. De base, c'est normal, c'est légitime parce que cela implique des charges. Cependant, il faudrait que ces coûts restent modestes pour qu'on n'y trouve pas derrière des éléments un peu à l'allure mercantiliste ou peut-être très onéreux, pour que ça soit à la portée de tous. Troisième chose, c'est le bien fondé des cadeaux. Un cadeau, avant tout, c'est d'abord un symbole. Et dans le choix de ce symbole, il faut prendre en compte l'âge de l'enfant, il faut prendre également sa personnalité. L'enfant qui est déjà trop agité, si vous prenez un jeu d'arbre, qu'est-ce que vous développez en lui? Vous ne développez qu'en plus que davantage son agitation. Il lui a préféré plutôt d'un jeu qui le temporise, qui l'amène à se calmer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Vieira. Maurice, on va conclure avec vous et on va prendre congé des téléspectateurs. Non, je vais juste ajouter à ce que les collègues en plateau ont déjà dit. Je pense que c'est un appel aussi aux parents pour pouvoir se préparer et anticiper aussi sur cette période-là. Parce que quoi qu'on dise, c'est des dépenses qu'il faut faire. Et donc, si on a un coup d'avance, ça peut aider à traverser la période avec relativement plus d'aisance. Donc, il faut se préparer déjà dès le début, en début d'année ou quelques mois avant. Oui, ça peut aider. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons fait le tour de la question. J'étais en plateau avec Justine Vieira, coach de l'entrepreneuriat, André Alironou, psychologue, et notre invité Tibus Dossuevo, directeur d'école, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres. Maurice également nous a rejoint. C'est tout pour 5 sur 7 matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.